Bonjour et bienvenue pour un tout nouvel épisode dans Marge Histoire où aujourd'hui on est à Münster, précisément dans la vallée de Münster, située dans le massif des Vosges, et plus précisément dans la région d'Alsace. Et cette vallée de Münster est remplie de forêts, de montagnes et de neige parfois, mais aussi vachement attachée à son fromage, le Münster. Ou ici, à la maison du fromage, vous pouvez en découvrir toutes les saveurs. Oui. Et maintenant, en marche à l'histoire. Qu'est-ce que Münster au Moyen-Âge? Münster au Moyen-Âge, c'est un petit bourg qui s'est formé autour d'un croisement de deux rivières, les deux Fecht, comme on les appelle ici, et ces deux Fecht, à l'emplacement de ces deux Fecht, s'est créé un monastère qui a donné son nom à Münster, mais aussi après quelque chose de plus imposant que ça, l'abbaye de Münster, qui était elle, qui elle régnait en seigneur sur la ville de Münster et aussi sur un bon bout de terrain. Mais maintenant, ces ruines ont été détruites pendant la guerre de 30 ans. Mais si on remonte encore plus loin, sur ce site de l'abbaye ont été retrouvés des tessons de céramique, donc de la poterie, datant de l'époque romaine. Donc, ça atteste un peu qu'il y a quand même une petite présence romaine dans la vallée de Münster. Et maintenant, en marche à l'histoire. Qui est Othon Ier le Grand? Othon Ier le Grand, c'était un empereur germanique, empereur du Saint-Empire romain, qui a réussi à réunifier son empire qui avait été détruit avant avec l'empire de Charlemagne. Et donc ainsi il a formé le Saint-Empire romain germanique, qui est pas rien, qui englobait du coup Münster. Donc en fait il englobait une grosse partie de l'Alsace et de la Lorraine. Et ainsi, ici on était en territoire d'empire. Et ainsi, on peut revenir à l'abbaye, qui s'est partagé la ville avec forcément les trois pouvoirs comme d'habitude, c'est-à-dire le clergé, le tiers d'état, mais là, il n'y avait pas la noblesse. Et la noblesse était plus ou moins remplacée par l'abbaye, qui formait un peu les seigneurs de la ville. Mais ainsi, du coup, ça mettait le peuple, donc, qui va devenir après le tiers-état, et l'église, après le clergé, va mettre sur le même point d'égalité, et ainsi du coup, le peuple va avoir plus de liberté, plus ou moins plus de liberté communale, comme nous le verrons après. Et ainsi, ici, nous sommes toujours sur le site de l'abbaye, derrière nous avons le palais abbatial, qui est lui plus récent, et aussi l'abbaye qui elle date des tout débuts de la ville, qui était vraiment l'abbaye, une ville dans une ville. Et donc maintenant, en marche à l'histoire. Entre 1543 et 1559, les trois quarts de la population de Münster vont passer à la réforme luthérienne. Et qu'est-ce que ce bâtiment derrière moi, vous me direz-vous? C'est l'hôtel de ville qui représente le pouvoir des bourgeois de la ville de Münster et aussi le pouvoir du peuple. Et ainsi, un personnage très influent dans cette région, Lazare de Soigny, je ne sais pas comment le dire, a aidé à la communauté de Münster pour avoir une reconnaissance de la part de l'abbaye qui leur laisse la liberté du culte protestant dans la ville de Münster. Et maintenant, en marche à l'histoire. À la Renaissance,
Münster et sa vallée vont être plus ou moins en concurrence religieuse, avec ici surtout à Münster, d'un côté le pouvoir des catholiques, avec l'abbaye et tout son territoire, et aussi l'église protestante, bien aidée par le peuple, donc la bourgeoisie et les paysans, qui vont être aidés surtout grâce à leur intégration au Saint-Empire romain germanique dès le Moyen-Âge. Et donc, le fait que Münster soit, dès la Renaissance, intégré au Saint-Empire romain germanique, le protestantisme qui lui vient d'Allemagne a réussi à mieux s'implanter à Münster et dans sa vallée. Et surtout grâce à... Et si on peut en voir quelques vestiges avec forcément l'église protestante de Münster qui est bien imposante, avec un style alsacien, c'est-à-dire de la pierre rouge, un style plus romantique, je dirais, même si ça ne date pas de la Rome. Maintenant, on marche dessus. Qu'est-ce que ce bâtiment juste là? Ce bâtiment, c'est l'ancien bâtiment du marché qui servait de lieu de réunion pour les commerçants, pour les habitants, et qui date de très longtemps. Il date de 1503, donc de la Renaissance, vraiment tout début de la Renaissance. Et ainsi ce bâtiment est maintenant une salle des fêtes. Comme quoi, les mœurs n'ont pas changé. Bon, un peu quand même, mais c'est toujours resté un bâtiment de réunion, de partage, comme on pourrait dire, en marge vestiaire. Je suis encore dans ce parc qui s'appelle le parc Hartmann. Alors vous voulez me dire qui c'est Hartmann? Hartmann, c'est un personnage qui a beaucoup aidé pour la vallée de Münster, car il a permis l'arrivée de l'industrialisation dans la vallée, comme par exemple le chemin de fer, mais aussi les industries textiles, dont un canal usinier qui permettait d'acheminer l'eau, car forcément, pour fabriquer du tissu, il fallait de l'eau. Et aussi pour c'était des machines hydrauliques, pour tisser. On pourrait dire que c'était des métiers à tisser, mais plus... mais non, c'était des métiers à tisser fonctionnant à la force du mouvement hydraulique. Et ainsi, bon, je vais plutôt vous épargner les détails, et maintenant, je vais plutôt vous parler de Jack Hartmann. Jack Hartmann fait partie de la famille Hartmann, qui était très importante dans cette région, dans cette vallée surtout, car c'était un industriel qui était d'une grande famille et qui a permis de développer l'industrialisation de la vallée. Comme par exemple des vestiges d'usines un peu plus loin, et aussi ce parc Jack Hartmann qui montre bien que Jack Hartmann il imposait ici, même si c'était juste une famille d'industriels qui a révolutionné la vie de Münster, mais aussi qui a permis d'arriver l'industrialisation et aussi de relier toutes les vallées, la grande et la petite vallée de Münster, avec la ville de Münster, et ainsi créer un grand réseau, j'abuse un peu, un réseau de chemin de fer. Et ainsi ça montre l'importance de cette famille Hartmann envers la vallée de Münster. Maintenant, en marche l'histoire. Ce monument qui commémore la gloire des habitants, enfin, en fait c'est un monument mort, mais ça commémore aussi, parce qu'il y a d'autres monuments qui commémorent le courage des habitants qui ont donc résisté à de nombreuses guerres. Tout d'abord la guerre franco-prussienne de 1870 à 1871, la première guerre mondiale entre l'Empire allemand, la France, bon, je vous fais un dessin, voilà, la première guerre mondiale.
Et donc, ici même pendant la Première Guerre mondiale, Münster était allemand. Comme par exemple, vu qu'après la guerre franco-prussienne, l'Alsace-Lorraine a été rattachée à l'Allemagne. Mais Münster, c'était aussi, Münster et sa vallée ont toujours été une frontière entre l'Allemagne et la France pendant plusieurs guerres. Comme par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, où l'Allemagne a voulu rattacher l'Alsace-Lorraine après sa victoire contre la France en 1940. Et ben l'Allemagne a réussi à re-annexer encore une fois l'Alsace-Lorraine et ainsi Münster était redevenu allemande. Donc ils ont toujours bougé de nationalité, mais ils sont redevenus maintenant français. Et donc ces monuments commémorent la gloire des soldats qui ont résisté aux nombreux combats, parce que effectivement c'est le front des Vosges, un front montagneux, comme par exemple pour la Première Guerre mondiale, où les combats ont été très rudes, vu que c'est une région où la ville la plus importante dans cette vallée, c'était Münster. Et alors, donc, ces monuments commémorent, comme je le répète un peu, commémorent la gloire des militaires qui ont été combattus pendant la Première Guerre mondiale, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, et comme ça commémore aussi la population qui a résisté, je l'ai déjà dit, mais ça commémore aussi le fait que, il faut se souvenir que les Allemands, vu qu'ils recrutaient de nombreux soldats, ils ont aussi recruté des Alsaciens et des Lorrains de force. C'est ce qu'on appelle de recruter des soldats de force, qu'on appelle les malgré lui. Ah non, les malgré nous. Et ainsi, ces soldats ont donc combattu pour l'Allemagne au dépit de leur volonté, forcément. Ils n'ont pas choisi de combattre contre les Alliés. Et donc, ce monument est situé dans le parc Jacques Cartman, qui a aussi été un parc très important. Mais nous allons en parler juste après. Maintenant, en marge soir. Ici, on est à Kaysersberg. Kaysersberg, ça veut dire le mont de César, plus ou moins. Maintenant, ça s'appelle le mont de l'empereur en référence à César qui a été empereur à un très court moment. Mais ainsi, cette ville est comme la plupart des villes en France, composée de 3 parties avec le tiers-état, la noblesse et le clergé. Le clergé, on peut le voir, avait son église. Le tiers-état, bien sûr, avec les bourgeois, avait l'hôtel de ville, qui date de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance. Puis le comte avait, lui, son château, où je suis. Et donc cette ville était rattachée avec une grande partie de l'Alsace et de la Lorraine au Saint-Empire romain germanique. Et maintenant, en marge à Et donc, merci de m'avoir regardé pour cette vidéo. Et on finit ici, à Viroval, un petit village, où il y a aussi, pas loin des restes de Blocos, et aussi cette tour, classée en monument historique. Et cette tour qui fait un peu office, c'est un peu comme à Avalon, si vous vous souvenez, ça fait un peu une tour qui fait porte. Et ça fait un peu une tour horloge, qui fait un symbole pour la ville. Et maintenant, c'est fini pour cette vidéo. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et à partager et à liker. Et maintenant, en marge à l'histoire et vers d'autres villes de France.